Je dois remercier évidemment l'Université de Rouen de son invitation, de son indulgence que je vais vous réclamer, étant donné que je vais lire sur mon écran, n'ayant pas eu le temps de terminer mon intervention avant de quitter La Roche-sur-Yon hier. Alors, dans le domaine social, s'il est bien un symbole de l'influence de la religion, c'est évidemment la sanctuarisation du dimanche, dont on sait que juridiquement, eh bien, cela a commencé en 321 avec l'empereur Constantin. On va travailler aujourd'hui sur une période beaucoup plus récente, le XIXe siècle, et je vous propose de situer notre recherche entre 1830 et 1906. Pourquoi 1830? Parce que c'est à partir de ce moment-là que la loi du 18 novembre 1814, la loi de la Restauration, a commencé véritablement à tomber en désuétude. Il est vrai qu'il y avait déjà en son sein un certain nombre, je dirais, d'exceptions à la règle du dimanche, mais cette loi de 1814 qui ne s'est jamais véritablement complètement appliquée est véritablement tombée en désuétude avec la monarchie de Juillet et le régime libéral, loi qui d'ailleurs sera abolie par la loi du 12 juillet 1880, et puis évidemment 1906, pourquoi? Parce que c'est la loi du 13 juillet 1906 qui institue le principe du repos hebdomadaire dominical, c'est donc entre ces deux dates que je vais essayer de vous proposer, de vous donner un certain nombre d'éléments, je dirais, de doctrine sur cette question du repos dominical et de sa défense. C'est une période au cours de laquelle, il faut évidemment le noter, c'est en filigrane, je dirais ce qu'il faut avoir tout de même en tête, le droit social s'est peu à peu amélioré, en particulier évidemment à partir de 1841 et de la loi du 22 mars sur le travail des enfants. Il y en a même eu une autre dans les années 1890. Alors les arguments présentés par les juristes civilistes au sens de mon camarade Bernard Calbat, c'est-à-dire au sens de juriste profane ou de non-canoniste, et par extension d'un certain nombre de politiques, sont assez redondants, il faut bien le dire, et peuvent être synthétisés en trois catégories correspondant, me semble-t-il, à trois questions. Les arguments scientifiques répondent à la question de pourquoi le repos, les arguments sociaux répondent à la question de pourquoi le repos hebdomadaire, et les arguments culturels répondent à la question de pourquoi le repos dominical. Tous ces juristes et tous ceux que je vais vous citer aujourd'hui, je ne les citerai pas tous, le texte écrit, je l'espère, pourra être plus long, tous entendaient en tout cas répondre à la logique des économistes libéraux, et naturellement ma communication prend la suite de celle du professeur Bouvrez. Les économistes libéraux, parfois qualifiés de sophistes, parfois identifiés comme étant une école à tendance étroite et positiviste, en tout cas économistes libéraux qui prédominaient dans la lutte contre l'instauration du droit généralisé au repos. Un auteur écrit « Nos raisons paraîtront à certains économistes de pur sentiment et par suite sans valeur. Mais, écrit un autre, il est impossible de ne voir dans l'homme qu'un mécanisme intelligent et dans la société un agencement de forces physiques et de rouages matériels. » Les défenseurs du repos hebdomadaire ne firent cependant pas preuve de jusqu'au-boutisme. Que statuer de fixe au milieu de cette infinie diversité d'occupations qui affecte si inégalement l'économie? Un autre, trop de gens sont amis du tout ou du rien et sous prétexte d'impossibilité de réglementation totale et complète, refusent toute réglementation. En fait, ils ne nièrent donc pas que le principe du repos hebdomadaire pouvait connaître des exceptions à condition qu'il y eût évidemment réparation, lapsus, encore que, c'est de la justice commutative, récupération pour les salariés. Dans les industries à feu continu, donc exception donc dans les industries à feu continu, dans celles dites de saison où le travail est pressé, dans l'agriculture, le gardiennage, les transports collectifs, en particulier le chemin de fer, ou encore pour les activités entreprises dans l'intérêt de la sûreté nationale ou pour un service public et urgent. La conclusion apparaissait évidente,
Posons donc franchement le principe de la régularité du repos et, s'il le faut, admettons des exceptions. En tout cas, ce qui était bon pour les fonctionnaires, depuis la loi du 18 Germinal en 10, en particulier dans son article 57, devait être généralisé à tous les travailleurs. Est-il admissible que le travail industriel subsiste le jour où le travail administratif est suspendu ? Bien qu'il diverge sur d'autres sujets, il y eut donc une véritable convergence de vues, et nous venons d'ailleurs de le voir dans la communication précédente, des convergences de vues, des efforts des courants catholiques social et socialistes dans la défense du repos hebdomadaire. Les arguments se croisèrent et s'enchevêtrèrent. Le catholique Montalembert s'appuya sur les écrivains les plus hostiles à la religion pour parler de la profanation publique du dimanche et dénoncer la religion du gain et le culte de l'argent. Et le père Lacordaire, n'est-ce pas, dans ses conférences de Notre-Dame, utilisa la critique socialiste des droits de l'homme, droits formels et non pas réels, pour dénoncer la fiction de la liberté et de l'égalité des partis dans la fixation du contrat de travail. Il est probable, cela dit, et il faut, je pense, le noter, que la loi de 1906 n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu d'abord la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, qui, moi, m'a occupé lors de notre colloque d'il y a 2 ans, qui permettait de ne plus voir dans le dimanche le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ. Alors, si vous le voulez bien, en tout cas de ne plus voir pour un certain nombre des parlementaires qui votèrent la loi, naturellement. Bien. Alors, on va essayer d'inventorier, je dirais, avec une certaine progression, les différents arguments. D'abord, il faut s'interroger sur la question de la périodicité du repos. C'est au propos de cette périodicité que des arguments scientifiques ont été le plus couramment employés. Alors, il y a une approche cosmologique, en particulier la division septenaire était présentée comme étant inscrite dans l'astronomie. On sait que, par exemple, un homme comme Chateaubriand affirmait qu'il y avait, je dirais, inscrit dans l'ordre des choses cette régulation, n'est-ce pas, de la vie sociale. Mais évidemment, c'est surtout à la médecine on a demandé des arguments. C'est la médecine qui fut mise à contribution. Médecine avec, je dirais, disons-le, une orientation quelque peu hygiéniste. Pour prévenir la ruine de la santé, le repos devait être régulier, en l'occurrence hebdomadaire, et complet, et d'invoquer aussi bien le célèbre proverbe qui veut voyager loin ménage sa monture que l'autorité de Platon et de Cicéron. Car le repos ordinaire dans le courant de la journée de travail et pendant le sommeil ne suffit pas pour le rétablissement des forces. Considéré comme la condition de la civilisation et du progrès, le travail était présenté comme indispensable, mais encore fallait-il qu'il fût proportionné aux forces qu'il mettait en jeu et suivi d'un repos suffisamment réparateur. Certains auteurs allèrent jusqu'à affirmer que le repos d'1 jour sur 7 pourrait augmenter l'espérance de vie de 7 années. Tout en évoquant l'argument, d'autres préférèrent y renoncer à je dirais, l'utilisation de cette idée, l'utilisation de cet argument à l'appui de leur démonstration, car il était, reconnaissait-il, discutable. Cependant, s'il était difficile d'établir une règle qui soit scientifiquement applicable à toutes les professions, il était affirmé comme évident, comme une expression du sens commun, n'est-ce pas, que le repos devait être périodique et qu'un jour de repos sur 7 pouvait être regardé comme une bonne moyenne, d'autant plus acceptable qu'elle correspondait à des habitudes sociales séculaires. On reviendra sur cet argument tout à l'heure. La division de l'année en semaines avait toujours survécu, la décade révolutionnaire n'ayant pu la faire oublier. Deuxième point, la périodicité, il faut s'interroger maintenant sur la régularité du repos. C'est assez lié, mais disons que c'est un tout petit peu plus précis. L'interruption du travail devait être d'1 jour complet, car elle devait procurer le repos et non l'inactivité. Quelques heures de liberté étaient présentées comme facilement perdues et comme trop courtes pour s'adonner à des occupations assez sérieuses, comme des lectures ou des réunions de famille. Car, il faut bien se rendre compte que nos juristes essayent de répondre à la crainte de l'oisiveté et en particulier de l'ivrognerie des ouvriers, le repos étant présenté comme la cessation d'une fonction
non pas, pardon, comme la cessation d'une fonction, mais comme en fait le remplacement d'une fonction par une autre activité. Vouloir donc fractionner la journée de repos, c'était briser l'équilibre numérique des choses, on retrouve là ici l'argument cosmologique, en scindant l'unité naturelle du jour. Et alors ça, cette formule est tout à fait remarquable. L'homme mange à peu près 3 fois par jour à des intervalles moyens de 5 heures. Lui conseillerait-on de ne manger que tous les 2 jours et en une fois la matière de 6 repas. Bon. Le repos devait être fixé par avance à jour fixe, car la régularité était présentée comme une condition d'un véritable repos. D'une part, les salariés avaient besoin de prévoir l'emploi de leurs loisirs, et d'autre part, la pensée du repos était déjà le repos. La régularité seule permettait l'espérance et l'anticipation du repos. Laisser au patron le droit de fixer ou la faculté de changer le jour du repos était présenté comme étant exorbitant. Ne pourrait-il pas alors tenter d'empêcher les chrétiens de chômer le dimanche ? Bien. Le repos devait pouvoir être pris non par la grâce d'autrui, mais parce qu'il s'agissait d'un droit. Il y allait, disent certains auteurs, de la dignité humaine, au sens, je suis assez, oui, au sens de cette dignité, je dirais, très moderne des choses, hein, bien sûr, d'une définition moderne de la notion. Je trouve assez intéressant tout de même que le terme ait été utilisé à cette époque, au XIXe siècle, alors que, disons que la doctrine juridique a un peu tendance aujourd'hui à nous dire que cette notion de dignité serait en fait très ou beaucoup plus récente. Bon, passons. Troisième point, si vous le voulez bien, en fait, la question de l'uniformité du jour de repos. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un repos qui soit périodique, un repos qui soit annoncé à date fixe, qui soit régulier. Est-ce qu'il faut pour autant que tout le monde prenne son jour de repos le même jour ? À la régularité du repos pour chacun devait répondre l'uniformité du jour de repos pour tous. Le repos hebdomadaire sans régularité ne satisfaisait pas les exigences d'une part de la vie de famille et d'autre part de la vie sociale. L'esprit de famille, les besoins de la vie sociale exigent que le jour de repos soit le même pour tous les travailleurs. Les parents ne devaient pas être dépossédés de l'éducation familiale qui moralise les enfants, éducation familiale complétée par l'éducation impersonnelle des maîtres. Et Jules Simon, l'ancien président du Conseil, de s'exclamer « Vous voulez rendre la femme à son mari, le mari à sa femme, la femme et le mari à leurs enfants, vous voulez refaire la famille, et puisque vous voulez refaire la famille, eh bien, il faut qu'il y ait un jour de repos qui soit le même pour tous. C'est le véritable jour de la fraternité, c'est le jour de l'amour. Les familles raffermies, c'était la nation qui était renforcée. » Je cite encore, un grand rôle de moralisation et de civilisation appartenait au jour commun de repos. Du point de vue plus strictement social, puisqu'il était permis, on le sait d'abord avec l'évolution sous le Second Empire en 1864 avec le retour du droit de grève, puis ensuite évidemment à partir de la loi de 1884 sur les syndicats, donc puisqu'il était permis aux ouvriers de se syndiquer, d'unir leurs faiblesses pour devenir des forces, que seront ces associations si les associés n'ont pas le temps de se voir pour discuter de leurs intérêts. Mais même les exigences de l'économie devaient favoriser l'uniformité du jour du repos. Je cite, « Tous les corps de métier sont solidaires et à part certaines industries qui nécessairement travaillent pour faciliter le repos des autres, tous ont besoin de chômer le même jour pour conserver le bénéfice de la division du travail. » Cet argument fut en particulier invoqué par le sénateur légitimiste Charles Chênelon en 1891. Il ne fallait donc pas faire passer pour l'intérêt de l'industrie ce qui n'était que l'intérêt de l'industriel, assimiler la liberté à celle d'une des parties, en l'occurrence la liberté des patrons. En définitive, le repos hebdomadaire commun était une exigence de la morale publique. Il devait favoriser le sentiment de l'égalité humaine et il était au service de la force du lien social, point sur lequel, sans doute l'un des auteurs les plus
puissant sur la question, Pierre-Joseph Proudhon insista particulièrement. Alors là, je ne cite pas Proudhon, je le citerai abondamment dans le texte écrit. C'est un autre auteur ici qui écrit à la fin du XIXe et qui dit « la vie morale et la vie en société, que cette société soit la famille, la corporation, la classe sociale ». On voit d'ailleurs que par l'usage de ces deux termes, on essaye d'avoir un argumentaire qui soit syncrétique, qui puisse satisfaire à peu près tout le monde. Donc la corporation, la famille, la corporation, la classe sociale ou la patrie, parce que vivre, c'est surtout se dévouer et former un tout harmonieux dans lequel les parties sont complaisantes pour la vie de l'ensemble. La vie sociale et l'épanouissement de la nature humaine, c'est Zone Politikon, le plus haut degré de perfection, c'est le point où l'homme vit en communion morale avec les autres. C'est de cette vérité que s'inspirait l'institution, disent nos auteurs, que s'inspirait l'institution des jours de fête, mais également des cérémonies religieuses où les hommes peuvent s'unir dans la contemplation comme ils le font par ailleurs dans l'action à l'occasion du travail. D'ailleurs, l'économie ne pouvait que mieux s'emporter car elle était jugée redevable à l'ordre moral d'une bonne partie, sinon de la meilleure partie de ses résultats. Il était nécessaire de ménager les énergies ouvrières, empêcher le surmenage et conserver la vigueur. Alors là, on retrouve des arguments que je développerai aussi plus longuement, mais je l'évoque, conserver la vigueur, qui relevait effectivement non seulement de l'intérêt national, mais aussi de l'intérêt de la race. Plusieurs auteurs développent cet argument sur peu de pages, mais le développent tout de même. Il s'agissait donc de protéger l'ouvrier, et alors là, je vous promets que c'est dans les sources. Il s'agissait donc de protéger l'ouvrier non seulement contre ce patron, qui pourrait abuser de ses forces, mais aussi contre lui-même. Pourquoi ? Parce que ne peut-il être tenté de travailler plus pour gagner davantage ? Quand j'ai lu ça, je vous jure que c'est dans les sources, vous aurez la référence. Ne peut-il être tenté de travailler plus pour gagner davantage, de s'épuiser pour apporter plus d'argent au logis familial ? Je continue la citation. Le sentiment qui l'y pousse est louable, mais il ne faut pas que, pour assurer momentanément plus de bien-être à sa femme et à ses enfants, le travailleur se prépare une vieillesse prématurée et attristée par toutes les infirmités qui découlent de l'excès du travail. Alors, si les Grecs et les Romains alors donc il faut ce jour de repos. Simplement, évidemment, il y a un argument qui leur est opposé, un argument historique, c'est le fait que les Grecs et les Romains ne l'avaient pas connu. Et il y a donc cette réponse qui est évoquée dans les argumentaires liés aux questions économiques et sociales. Si les Grecs et les Romains n'avaient pas connu de repos hebdomadaire, c'est parce que l'esclavage ne l'avait pas rendu utile, les citoyens étant entièrement adonnés à l'armée et au forum. Dernier point, évidemment, le repos doit être régulier, le repos doit être d'une journée complète, il ne doit pas être scindé. Le repos doit être le même jour pour tout le monde, mais quel jour ? Et c'est là qu'intervient évidemment la question du dimanche. Dimanche qui est donc retenu par la loi de 1906, qui est une loi parfaitement républicaine. Là-dedans, il n'y a pas d'influence contre-révolutionnaire ou légitimiste. Bon. Le choix du dimanche. Il y eut bien sûr, évidemment, au XIXe siècle, et parmi les partisans du repos hebdomadaire, des libres penseurs qui voulurent s'opposer au choix du dimanche. Il est des fanatiques, nous dit un auteur, qui sont les pires intolérants et se réclament sans cesse de la tolérance. Bon. Il y a des ennemis de toute religion, de tout culte, pour qui le législateur doit se proposer non seulement d'éviter tout encouragement aux idées religieuses, mais même de les étouffer complètement. Pour cela, le dimanche ne doit pas être choisi parce qu'il est le jour du culte. Bon. Quant aux autres qui argumentent en faveur du repos hebdomadaire, ils convergèrent en fait quasiment tous pour que le repos hebdomadaire soit établi le dimanche. Et je dirais que même les auteurs socialistes ont finalement, pardon pour l'expression un peu familière, mais je dirais les plus décontractés. Parce que les catholiques, évidemment, peuvent être suspectés de prêcher pour leur paroisse, si vous me permettez l'expression. Les socialistes, eux, évidemment, s'accordent plutôt sur le dimanche,
sans avoir besoin sans être suspecté, je dirais, de préconiser l'endoctrinement des familles. Alors pourquoi pourquoi le dimanche? Eh bien, c'est en raison de la tradition sociale. Et ils prennent généralement donc la peine de préciser, indépendamment de toute considération religieuse. Ceux qui disent cela sont généralement plutôt les cathos, disons-le. Il est vrai que les partisans du repos hebdomadaire uniformisé entendaient se départir de la loi de 1814, dont la justification avait été principalement religieuse. Leur plaidoyer se voulait rationnel, même s'il n'était pas rationaliste. Je cite, « Passons sur la question théologique, résolue pour les uns et nulle pour les autres. L'argument sociologique selon lequel la majorité des Français appartenaient au XIXe siècle à la religion chrétienne fut là aussi peu utilisé. En fait, l'enracinement social et culturel du dimanche était le principal argument. Je cite, « Les traditions et les mœurs ont admis le dimanche comme jour de repos. Et d'ailleurs, cet usage était si profondément inscrit dans le corps social que les lois contraires n'ont pu le détruire. » Il était évidemment fait là allusion au calendrier révolutionnaire, vous le savez, adopté en novembre 1793, et au fractionnement du mois en 3 décades. Ces innovations ne durèrent qu'une dizaine d'années, jusqu'au 1er janvier 1806. La suppression du dimanche était donc expliquée par son alliance, enfin la suppression du dimanche par la Révolution était expliquée par son alliance avec la religion qui avait fait dans l'ancienne France sa force, mais qui avait du même coup provoqué sa faiblesse en ces temps troublés de la fin du XVIIIe siècle, où les vœux religieux perpétuels étaient interdits, où le clergé était mis au service de l'État par la Constitution civile. Bien. Mais ces temps-là, troublés, passés au XIXe siècle, il apparaissait naturel de revenir au dimanche. C'était l'identité du corps social et non la foi des individus qui devait faire porter le choix sur le dimanche, à l'instar des Anglais qui l'appréhendaient dans le fond comme une, je cite, propriété nationale. La société n'était pas une agglomération d'êtres singuliers, elle était un tout ayant une histoire. Et je cite cette phrase que je trouve assez remarquable, « L'ami du progrès n'est pas nécessairement un vandale. Rien ne l'oblige à ne pas respecter les vieilles choses quand elles sont dignes de respect. » D'un point de vue purement profane, c'était bien le dimanche qu'avaient été d'ailleurs fixés les actes de la vie politique concernant tous les citoyens, les élections. Il paraissait donc naturel de reconnaître une spécificité sociale à ce jour. Il fut même remarqué que, dans le langage courant, l'adjectif « endimanché » désignait la personne qui laissait ses habits de travail pour ceux du repos. Dire que le choix du dimanche serait d'ordre religieux et violerait la liberté de conscience n'était pas jugé recevable, car on confondrait alors deux termes bien dissemblables, la célébration du dimanche et le repos. La fixation du jour de repos hebdomadaire au dimanche n'obligerait personne à suivre les cérémonies du culte chrétien, mais imposerait seulement l'abstention du travail. Bien entendu, et là aussi je trouve que nos textes sont, d'une parfaite modernité, si j'ose dire, ou d'actualité. Bien entendu, certaines minorités religieuses pourraient être vexées qu'il n'y ait pas convergence du jour du repos et du jour consacré à leur culte. Mais il fut remarqué que si le christianisme prohibait le travail du dimanche pour pouvoir se consacrer à la vie spirituelle, il n'y en avait aucune de recensée, en tout cas, qui imposait le travail du dimanche. En outre, si l'on érigeait en principe, disent un de nos auteurs, en principe absolu, le respect dû aux minorités, on en arriverait à la limite à ne plus rien défendre, car il n'est pas d'homme qui ne soit gêné par quelques prescriptions du code. Au final, le repos du dimanche semblait s'imposer par des raisons philosophiques qui, certes, rejoignaient l'obligation chrétienne, mais ne se fondaient pas sur elle. Que le dimanche fût en même temps jour de repos et jour de culte chrétien, il n'y avait rien là que de très positif, puisque la loi réaliserait alors, je cite, le plus grand bien de tous. Je vous remercie.